Selon une étude récente, il y a en Israël 100 000 appartements de plus que le chiffre officiel, dû à des divisions d'appartements. Et nous retrouvons le docteur Daniel Guggenheim pour la rubrique économique de la semaine. Docteur Guggenheim, bonjour. Bonjour. Et très heureux de vous retrouver. On va parler, bien entendu, des sujets économiques importants de cette semaine. Et on va commencer par le parc immobilier israélien avec des chiffres. Alors, ça dépend comment on regarde ces chiffres, mais ces chiffres peuvent être plus importants si on les regarde d'une certaine manière. Alors, expliquez-nous tout. Oui, c'est une étude qui a été publiée cette semaine par la presse économique israélienne. En Israël, on considère qu'il y a officiellement 2,7 millions d'appartements, de logements. Mmh. C'est ce qui est d'où on a ce chiffre, c'est ce qui est déclaré par officiellement, ce que les gens ont. Maintenant, les gens se sont posé la question suivante. Il y a eu 10 ans, il y a une grande crise ici en Israël, il y a des gens qui étaient dans les tentes, et oui, on se rappelle. Voilà, exactement. Et on s'est dit, il va y avoir une crise importante du logement, où est-ce que les gens vont se loger? Et il y a eu à ce moment-là des études qui ont été faites qui disent, en Israël, il manque de façon permanente 100 000 logements par rapport à la population qui augmente. Alors logiquement, on devrait retrouver ces 100 000 personnes dans la rue. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Alors des économistes et autres se sont penchés sur ce problème et ils ont vu la chose suivante, qui est à mon avis connue par beaucoup de nos auditeurs, mais connue au niveau de le savoir, mais pas au niveau de son ampleur. Ouais. Il y a surtout d'ailleurs au centre du pays beaucoup d'appartements qui ont été divisés. Mmh. C'est-à-dire, quelqu'un va s'acheter un 4-5 pièces et il peut faire de ça 3 pièces. Si c'est même une villa, il y en a des fois où il en fait 4-5 appartements de 40 mètres carrés. Mmh. Et même l'entrée qui était le jardin, il le transforme en parking, qui devait être un parking, pardon, et il le transforme en logement. Sans compter les caves. Et sans compter aussi des fois même des choses souterraines qui sont données. Combien est cette ampleur? Quand les gens ont fait cette étude, ils sont allés dans dans le centre du pays et ils ont fait une ville. Ils ont vu que ça représentait dans cette ville-là à peu près 10% du parc immobilier là-bas. C'est beaucoup. On considère que dans le centre du pays, c'est jusqu'à 10%, ça peut aller. Le centre du pays, c'est Tel Aviv, Petah Tikva, mais c'est aussi bien sûr Bnei Brak. Il paraît que dans les quartiers orthodoxes, on peut comprendre pourquoi, il y a tellement de difficultés à ce niveau-là que les gens trouvent plein de moyens pour augmenter le nombre de logements qu'ils ont. On considère qu'il y a 200 000 personnes qui habitent de cette façon-là. Oui, il y a 100 000. Alors on peut imaginer qu'il y a 2 personnes au moins ou 3 personnes qui habitent dans chaque appartement. Oui. Alors maintenant, est-ce que cette chose-là qui est connue, est-ce que ça va être changé? Alors d'abord, c'est connu. Et en fait, vous pouvez demander, mais on voit bien que les prix augmentent et du logement en tout cas des ventes jusqu'à cette année et des locations continuent à augmenter. En fait, il y a une conspiration, je dirais, c'est le terme de cet article, mais j'irai pas jusque là, disons, un accord tacite entre ceux qui construisent les appartements, les promoteurs, ceux qui veulent louer et l'État, de ne pas trop en parler de ce sujet-là. Parce que on veut toujours maintenir le fait qu'il n'y ait pas assez d'appartements, ça permettra que les prix ne s'écroulent pas et de pas dire la vérité. Ouais. Est-ce que ça a une incidence sur les impôts qu'on paye par rapport à ça? Alors justement, les villes sont très en colère parce que ça leur fait moins d'impôts. Pourquoi? Parce que lorsque on fait dans son appartement des choses qui valent plus cher, on doit payer un impôt hashbacha, ça s'appelle en hébreu, de plus-value. Et c'est beaucoup, c'est 25% de la plus-value et ça peut faire beaucoup. Maintenant, c'est pas déclaré. Maintenant, vous pouvez mettre un mur comme ça et ne pas le faire. Et les RIA, qu'est-ce qu'elle va vous dire, la municipalité? Maintenant, la municipalité, elle dit, et ça c'est intéressant de dire, c'est pas bien du tout parce qu'on sait que ça existe, mais nous on ne compte pas. Ils disent pas que des impôts qu'on va perdre. Ils disent parce que ça fait beaucoup plus de gens qui habitent à un endroit déterminé et c'est problématique ça change pour la ville. Par rapport aux infrastructures, etc. Oui, mais c'est la ville. Quand elle fait cet argument-là, elle construit dans des quartiers où il n'y a pas beaucoup de place, des tours de 22 étages. Ça la gêne pas. Donc en vérité, c'est un peu, disons. C'est un véritable sujet.
qui pour le moment n'est peut-être pas trop abordé, mais qu'il va falloir bien entendu peut-être s'en occuper dans les années à venir. Alors justement, je dis une dernière phrase. D'après l'article, personne ne voudra s'en occuper parce que c'est trop dangereux. Ça concerne surtout des gens qui pourraient pas se loger autrement, des étudiants ou d'autres personnes. C'est tellement populaire que personne voudrait y toucher. Bon, ben écoutez, on verra bien. On suivra en tout cas ce dossier, et puis on va parler d'un autre sujet dont on a parlé beaucoup l'année dernière, puisque c'est l'achat par l'Allemagne de systèmes de défense aérien israéliens, et c'est le plus gros contrat d'armement qui a été signé en Israël, en tout cas dans le domaine de l'armement, et ça a bien entendu des retombées économiques. Oui, ce qu'on a surtout parlé, moi, ce que j'entends dans la télévision, et c'est normal, Israël est très heureuse de pouvoir protéger l'Allemagne, vu l'histoire qu'il y a eu. C'est très symbolique, bien sûr. Bien sûr, et je crois que c'est surtout ça que vous avez entendu, que les gens ont entendu. Moi, j'aime toujours voir l'analyse économique par rapport aux chiffres, par rapport à nous. Qu'est-ce que ça nous donne en Israël? Il faut savoir que, en tout cas, dans les chiffres de 2022, les ventes d'exportation d'armes d'Israël représentent 60 milliards de shekels. Okay. Ce contrat-là dont on parle, dont vous venez de parler, qui s'appelle Chetz 3 en hébreu, Chetz 3, la flèche numéro 3, c'est-à-dire tout cet ensemble de aériennes antimissiles qui peut tuer des missiles dans la stratosphère, elle a été vendue 12 milliards de shekels. Ça veut dire à peu près un quart. Ça représente un quart de toutes les ventes. Et c'est qui a fait ça d'ailleurs? Qui a fait ce système-là, qui le vend? C'est ce qu'on appelle en Israël la Tassiya Avirit. Il y a plusieurs entreprises en Israël qui font les armes. Il y a Tassiya Avirit, en France c'est l'industrie de l'aviation. Il y a Rafael. Et il y a encore une autre société qui est en bourse, qui s'appelle Elbit. Ces trois sociétés, principalement, si je me trompe pas, sont ceux qui font les armes en Israël. Ils vont tous les trois très bien. Ils vont d'ailleurs mieux depuis qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement. Dans tout le monde entier, il y a un réarmement de tous les pays. Et les pays comme Israël, qui ont des systèmes d'armes qui sont très appréciés par tout le monde, les industries en profitent beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là? Rapport pour ces 12 milliards de shekels que vous avez dit. D'ailleurs, l'Amérique a donné son accord la semaine dernière. Pourquoi on a besoin d'accord de l'Amérique? Parce que c'est eux qui financent. Son partenaire aussi. Oui, exactement. C'est eux qui financent. Je peux rien vous cacher. C'est eux qui financent une partie. Non, on aurait pu penser que c'est quelque chose de politique. Non, c'est quelque chose d'économique. Maintenant, il faut savoir que même avant cet accord-là, le Parlement allemand avait déjà donné à la Tassiya Avirit, donc à cette entreprise qui fait ce système-là, 600 millions d'euros pour pouvoir être sûr de l'avoir. Ça veut dire, ils pensaient que l'accord serait donné, ça serait tacite, et ils avaient déjà un ou deux mois avant déjà donné une somme très importante. Je trouve 600 millions d'euros, je trouve que c'est pas mal. En un compte pour être sûr qu'Israël lui vendra ça. Maintenant, pour Israël, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça? Ça veut dire beaucoup plus de production. Pourquoi plus de production? Parce que la Tassiya Avirit a dit, il n'est pas question que ce que moi je vends maintenant aux Allemands, ça soit aux frais de la défense israélienne. Donc je vais multiplier la production de ce système-là. Et ça va donc donner beaucoup plus de travail à des gens en Israël. On va employer encore plus de personnes dans cette industrie d'armement pour faire ça. Donc ça a des répercussions économiques très importantes sur l'économie du pays. Et dernière chose, ça permettra à la Tassiya Avirit d'avoir l'argent pour faire ce qu'on appelle le Chetz 5. Il y a 4 et 5 qui va se faire. Et là, c'est quelque chose déjà qui tue les missiles au-dessus de la stratosphère, ce qui est extraordinaire. Mais là, ils sont en train ils ont déjà les plans. Ça va être, en 2030, ça sera terminé. 2030, ça sera terminé, tout à fait. Ils pensent faire ces nouveaux matériaux qui permettront même d'attaquer, de détruire des missiles qui sont extrêmement développés, qui auraient eu 5-6 possibilités de ne pas être détruits, ça pourrait être fait. Donc, en vérité, c'est un grand booster pour toute l'industrie de l'armement en Israël, qui permettra donc effectivement ces bonnes retombées économiques et à Israël de pouvoir continuer sa défense. Alors, on va parler maintenant d'un sujet un peu, on va dire, un peu bizarre, surtout quand on parle d'une société comme Rami Levy, donc les supermarchés Rami Levy, qui est donc une chaîne très importante en Israël, et Monsieur Rami Levy a annoncé qu'il y avait une erreur de 60 millions de shekels dans ses comptes. Alors, comment est-ce possible? Oui. Là, d'abord, c'est la société Rami Levy. Vous faites une blague, mais en Israël, bien sûr, c'est la société qui publie les bilans. Mais
qu'est-ce qui se passe à la chose suivante? Je dis ça parce que des fois, on a des réactions dans le YouTube. Alors, je préfère dire aux éditeurs, d'abord, je suis content, si les gens profitent pour dire, je suis très content des réactions sur le YouTube, c'est-à-dire qu'on est écouté, mais je veux préciser des choses. Je vous le confirme qu'on est écouté. Mais je veux bien préciser les choses, et donc, il s'agit de la société Rami Levy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a publié au premier trimestre des résultats, d'ailleurs surprenants, d'un très grand bénéfice comptable. C'est la bénéfice comptable pour les actionnaires, pour les investisseurs, c'est souvent le poste clé, parce que c'est ça qui va permettre, par exemple, de dire s'il va distribuer des dividendes. Ouais. Et ça montre la bonne santé de la société. Souvent. Oui, parce que il y a une théorie en économie qui dit que la valeur de la société c'est le multiplicateur du bénéfice. Alors donc c'est un poste très important que les investisseurs regardent. Ouais. Et donc, à partir du moment où il avait, à l'époque, donné un beau résultat, qui était d'ailleurs bien meilleur que celle des autres compagnies qui sont à la bourse et qui sont dans le même secteur. Par exemple, Yohanonov, Supersal et autres sont aussi à la bourse. Ouais. Et ils avaient des moins beaux résultats que lui, et c'était étonnant, parce qu'en plus, il fait du discount, donc on devrait que ce bénéfice, je parle comptable, soit tellement plus élevé que les autres. Et alors, il vient de déclarer, là, quand il a publié ces jours-ci les comptes du second trimestre, il a dit, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Finalement, c'est beaucoup moins. On a un bénéfice presque nul au premier trimestre, mais maintenant, au deuxième trimestre, ça va beaucoup, ça n'a pas gêné. Donc, sur tous les 2 semaines, en vérité, ça revient en même, on gagne bien, finalement, on gagne pas mal d'argent. Mais il reste quand même la question de savoir quand même, parce qu'on s'imagine quand même qu'une société comme celle de Rami Levy doit avoir une armée d'experts comptables. On se demande quand même comment c'est possible qu'une erreur puisse se glisser dans des bilans d'une société comme Rami Levy, quoi? Vous posez la question fondamentale. Parce que la première chose que les investisseurs ont besoin, les analystes, c'est la confiance. Oui. À partir du moment où un compte est publié, surtout de sociétés comme Rami Levy, et qu'il y a un problème si important, c'est pas quelque chose de bénin, et que ça a mis tellement de temps avant d'être découvert, quoi. Il s'agit de quelque chose qui a été publié en mars, et en fin mars, et qui a été maintenant dévoilé. C'est étonnant. Et la première question, et vous la posez bien, les experts comptables. Les experts comptables, je crois que c'est Deloitte, c'est un grand cabinet qui vérifie les comptes de Rami Levy, et comment il a pu avoir ce trou-là, cette erreur-là. Oui, ils ont dit, c'est par rapport au coût qu'on achète à nos fournisseurs, on n'a pas bien calculé, quoi. L'expert comptable, il n'a pas vu ça. Le coût, les coûts aux fournisseurs, c'est la chose la plus importante lorsque le premier plan du bénéfice, c'est un bénéfice, qu'on appelle Golmi en hébreu, c'est même pas d'exploitation avant cela, qui permet de dire quel est le premier bénéfice qu'on a, et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu l'erreur. Donc c'est très étonnant. Deuxièmement, n'usons pas seulement l'expert comptable. Avant l'expert comptable, il y a dans l'entreprise ce qu'on appelle des contrôles, que ça soit au niveau du contrôle interne, en hébreu mevaker-pnim, c'est-à-dire quelqu'un qui doit vérifier avant de donner devant l'expert comptable comment on fait les comptes, comment on donne. Le directoire, le directeur, chacun est responsable de voir qu'est-ce qui se passe. Et il aurait pu se poser des questions. Troisième chose qui est, c'est au point de vue de l'organisme de régulation, l'organisme de régulation de la société Rami Levy pour les comptes financiers, c'est la Reshut ניירות Areth, ce qui correspond en France à l'autorité des marchés financiers, en Amérique la SEC. Bien entendu, c'est très important parce que c'est elle qui veille à ce que les comptes soient confiants, soient bons pour que les gens aient confiance, pour que les investisseurs aient confiance. Alors maintenant, il est marqué dans la presse que la Reshut ניירות Areth a dit la chose suivante. Moi, ça m'étonne que vous ne saviez que vous l'ayez surtout découvert que maintenant. Et d'après ce qui est marqué dans la presse, il y a même une enquête ou une première vérification pour quelque chose qui est très plus grave, même peut-être plus grave que une tromperie par erreur, c'est ce qu'on appelle le délit d'initié. Si vous saviez et vous aviez ce renseignement, par exemple, vous auriez pu vendre vos actions avant avant de dire qu'il y a eu l'erreur. Or, quand il y a eu l'erreur qui a été déclarée, l'action de Rami Levy a baissé de 5%. Et ça, il dit, le presse dit qu'il va vérifier. Ils ont demandé à la Reshut ניירות Areth, c'est vrai. Il va y avoir quand même une commission d'enquête ou une vérification qui va être faite. Est-ce qu'il y aura eu une enquête? La Reshut ניירות Areth a refusé de dire si elle enquête ou pas. C'est comme ça qu'elle fait. Elle a dit, regarde, quand il y aura quelque chose d'officiel, c'est la société qui le dira. Donc c'est... Alors, dernier sujet, on va rendre un hommage à un économiste français qui est décédé il y a quelques jours et qui a marqué vraiment sa génération, même plusieurs générations. Il s'agit de Danny Cohen. Oui.
D'ailleurs, comme on a dit, on a ici des auteurs fidèles, et des fois il y en a qui me proposent des sujets. Et j'avais vu cette information, mais cette personne m'a dit, ça serait bien que tu en dises quelques mots. Et effectivement, c'est quelque chose de très important, je crois aussi pour nos auditeurs d'entendre de qui il était. Même le président Macron a fait un Twitter pour lui rendre hommage. Borne, plusieurs ministres, dans l'académie. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce Danny Cohen, qui est un juif tunisien, qui est mort d'ailleurs prématurément à 70 ans d'une grave maladie. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'économie en France? Et aussi, en vérité, c'est pour tout le monde. La première chose qu'il a fait, il a créé une école de l'économie. Et il a dit, les économistes sont connus pour avoir des modèles mathématiques. Et il a dit, moi, je vais faire le contraire. Je veux vulgariser. Je veux montrer à tout le monde que l'économie, c'est quelque chose de simple. Pas obligé de parler avec des mathématiques, qu'on peut leur parler simplement des choses qui les concernent. Et il a parlé des grands sujets de notre temps. Il a vulgarisé et en y parlant, et il a par exemple écrit un livre qui s'appelle Homo economicus, sur lequel il a reçu un prix. Et il dit là-bas, c'est quelque chose qui est très important, encore une fois, pour la France, mais pour le monde entier, que les décisions que l'homme fait n'est pas obligatoirement économique et qu'il y a d'autres choses qui jouent. C'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre, par exemple, pourquoi le Shekel va si mal alors que l'économie israélienne va bien. C'est des choses maintenant, même pour nous, qui sont très intéressantes. Donc il a vulgarisé un peu l'économie pour la mettre au niveau de tout le monde, en fait. Alors, et pour expliquer que ça concerne, en fait, tout le monde. En fait. C'est une vérité qui a été révélée par lui, en fait, quelque part. Tout à fait. La deuxième problématique qu'il a voulu parler, c'est l'Internet. Tout le numérique. Et il a dit, en vérité, c'est parce que c'est quelque chose de très intéressant qu'il a, dans ses recherches qu'il a fait, et qui était basé, donc, il a dit, en vérité, dans Internet, il faut savoir que on cherche pas à connaître d'autres gens. En vérité, on cherche à voir les gens qui pensent comme nous. D'accord. Et c'est important d'ailleurs d'abord pour tous ceux qui lancent des groupes de recherche ou des choses comme ça, de savoir qu'en fait, il y a ça derrière, que souvent les gens qui se rencontrent dans l'internet, ou les gens qui vont chercher des informations, vont pas obligatoirement chercher quelque chose qui est contradictoire, mais chercher les gens plutôt qui se sentent d'affinité avec eux. C'est la deuxième chose dont il a développé énormément le sujet. Et une très dernière chose, et ça c'est bien entendu au niveau de la planète, il a beaucoup parlé des dettes souveraines. Et il a montré qu'il était très possible pour les pays riches de renoncer à une partie des dettes que les pays non développés ont pour justement leur permettre le développement. Et ça c'est très intéressant parce que il a eu une influence sur ce qui s'est passé et pour tout l'avenir du monde. Tout à fait. Et c'était quelque chose dont très bien qu'il a aussi développé là-dessus. Très bien, merci beaucoup, Dr Guggenheim, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci, au revoir.